Ceci est bien plus qu'une simple pluie. Ceci est un cadeau de la nature. Un bien précieux, indispensable à la vie. C'est ici, au cœur de notre terre, que jaillit la vie. Yilma est une eau pure, pleine des qualités nutritionnelles dont le corps a besoin. Les bienfaits de la nature sont entre vos mains. Yilma. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Depuis l'identification du VIH, le sida a fait plus de 20 millions de victimes et continue ses ravages au rythme de 3 millions de nouvelles contaminations par an. Si le Sud rassemble 90% des malades, les nouvelles thérapies entraînent au Nord un relâchement. Selon l'ONU-SIDA, en 2017, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le monde. 21,7 millions de personnes avaient accès à la thérapie antirétrovirale. 1,8 million de personnes sont devenues nouvellement infectées par le VIH. 940 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida. Depuis le début de la pandémie, 77,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 35,4 millions de personnes sont décédées de suite de maladies liées au sida. L'Afrique subsaharienne demeure la région du monde la plus touchée, avec environ 63% du total mondial des personnes vivant avec le VIH. Le sida a un impact particulièrement dévastateur sur la population adulte, jeune, privant ainsi la société d'une grande partie de sa main-d'œuvre la plus productive. Au Burkina Faso, le taux de prévalence du VIH-Sida est en baisse. Une situation due à des efforts consentis, notamment la création de programmes nationaux de lutte avec l'appui et la collaboration de partenaires au développement. Et pour faire le point des différentes luttes contre le sida, la communauté internationale a choisi la date du 1er décembre pour mener la réflexion. C'est donc en prélude à la célébration de la 30e journée mondiale du sida 2018 sur le thème enjeux mondiaux et nationaux que je reçois pour vous sur ce plateau Dr Didier Romial Bakouan, médecin de santé publique. Dr Bakouan est le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Dr Job Sabgohan, directeur pays ONU-SIDA Burkina Faso. Et puis avec nous ce soir, Dr Caroline Yonaba Okengo. Elle est maître de conférence agrégée. Dr Yonaba est le chef de service pédiatrie générale au CHU Yalgado Ouedraogo. Et puis, Madame Cécile Belloum. Madame Belloum est la directrice exécutive de l'association Appui moral, matériel et intellectuel de l'enfant ami. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue à cette émission. Merci. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous suivre. Vos questions sont les bienvenues au 25 40 79 03. Docteur Sabgohan, quelle interprétation faites-vous de la situation de l'épidémie à VIH dans le monde? Madame Dao, je vous remercie d'abord pour m'avoir invité à ce plateau. Ce tableau que vous venez de présenter illustre bien le schéma de la morbidité, de la mortalité du VIH-Sida dans le monde. Cependant, il y a des disparités sur lesquelles il faut mettre l'accent. D'abord, les disparités géographiques. Et nous avons sur 1 800 000 personnes ayant les nouvelles infections, comme vous l'avez dit, 370 000 se trouvent en Afrique de l'Ouest. Ça représente à peu près 20% de cette masse mondiale. Et sur les 940 000 décès dans le monde, 280 000 se trouvent aussi en Afrique de l'Ouest, soit à peu près 30%. Donc il y a cette disparité sur laquelle il faut mettre un peu l'accent.
Et par contre, quant à la réponse, aussi à ce niveau, il y a des disparités. Bien sûr, le schéma que vous venez de présenter montre des progrès énormes qui sont faits. 75% de personnes qui connaissent leur statut sérologique. Sur ces 75%, et l'Afrique de l'Ouest n'a atteint que 48%. Et sur les 59% de personnes sous traitement, et l'Afrique de l'Ouest n'a atteint que 40%. Et sur les personnes ayant accès au test de la charge virale, 47% dans le monde, et en Afrique de l'Ouest, on n'a que 29%. Ça, c'est des progrès quand même, il faut le noter. Tout à fait. Parce qu'en 2003, on était à des chiffres beaucoup plus bas. Mais quand on voit le verre à moitié vide, on peut dire qu'il y a encore dans le monde 9 400 000 personnes qui ne connaissent pas leur état sérologique, qui ont le virus, mais l'ignorent. Et voilà, 15 200 000 personnes n'ont pas accès au traitement. Ils sont positifs, mais ils n'ont pas accès au traitement. Et 19 400 000 personnes n'ont pas accès à la charge virale. Bon, ça, c'est les chiffres. Quand on revient un peu à la technologie, il y a aussi des progrès en termes de technologie avancée. Les comprimés qu'on prenait au début du traitement, on prenait jusqu'à 16, 20, 23 comprimés par jour. Actuellement, on peut aller même jusqu'à un seul comprimé. D'accord, nous allons revenir. Voilà, on peut revenir sur tout ça. Mais ce qui est important à noter et en conclusion, c'est que malgré ces progrès, il reste encore à faire. C'est pourquoi la complaisance n'est pas permise. Les pays, surtout les pays de l'Est, qui ont manifesté une certaine complaisance vis-à-vis de la lutte contre le VIH à cause de ces progrès, paient les frais aujourd'hui où on a des situations parfois catastrophiques. Il ne faut donc pas baisser la garde. Voilà. Docteur Bakwa, quel est l'état des lieux du VIH au Burkina Faso et quelles sont les régions les plus touchées? Merci de donner l'opportunité au Conseil national de lutte contre le sida de sensibiliser davantage les populations sur cette maladie que d'aucuns pensent avoir baissé, voire même disparu au Burkina. Disons que la prévalence baisse régulièrement. C'est vrai, nous sommes à une prévalence de 0,8%, contrairement à ce qu'on avait en 1997 où c'était 7,17%. Cette prévalence actuelle nous donne environ 94 000 personnes vivant avec le VIH-Sida. Et sur ces 94 000 personnes, il y a environ 9 400 enfants de moins de 5 ans qui sont infectés. C'est vous donc dépeindre ceci. Et nous avons tendance à nous réjouir d'avoir une prévalence qui est à 0,8. Mais quand on regarde les régions et quand on regarde les groupes de population par rapport à leur comportement, il y a de quoi s'inquiéter. Au Burkina, sur les 13 régions, il y en a au moins 6 qui ont une prévalence au-dessus de 0,8%. C'est notamment la région du centre-est avec Tenkodou. Bon, je dis Tenkodou, je ne commence par eux non pas, bon, mais vous comprenez. Il y a la région du centre avec Ouagadougou, il y a la région des Hauts-Bassins avec Bobo, il y a la région du sud-ouest avec Koudgou, puis nous avons la ville de Gawa et Wayouya. Ces chefs-lieux de région présentent des prévalences qui sont au-dessus de la moyenne nationale. Quand on prend les groupes de population et leur comportement, nous avons 5 groupes de population qui nous inquiètent. Ce sont notamment les travailleuses du sexe, qui ont une prévalence très élevée, autour de 5,6. Nous avons les personnes vivant avec un handicap, qui ont elles aussi une prévalence élevée, autour de 4,6. Nous avons les détenus. Nous avons les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et nous avons les utilisateurs de drogue. Il est évident qu'avec la situation actuelle, si on ne regarde pas de près, aussi bien dans ces régions, parce qu'il y a un mélange
quand on trouve ces grandes villes, c'est là où on trouve généralement ces groupes de population dus à l'orpaillage, dus à tout ce que nous connaissons comme brassage de population, et ça nous inquiète. Voilà dépeint la situation et les risques potentiels. Docteur Younaba, quelle est la proportion du VIH chez les jeunes, chez les enfants, les adolescents? Merci beaucoup, Madame, de m'avoir donné cette opportunité de participer à cette émission. Dans le monde, il y a environ 1,8 million d'enfants qui sont infectés par le VIH. Et ce qu'il faut retenir, c'est que parmi les nouvelles infections dues au VIH, 33% concernent les patients de 15 ans à 24 ans. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de cette tranche des populations. Et au Burkina Faso, il y a environ 3500 enfants qui sont suivis, donc des 1800 qui sont sous traitement. Ces chiffres sont en baisse ou en hausse? Non, ces chiffres sont nettement en baisse, surtout chez les enfants. Les dernières statistiques de l'ONU-SIDA montrent qu'il y a eu une réduction de 35% du nombre de cas chez les enfants. Et ça, c'est grâce au progrès dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH qu'on va revenir en fait au cours de l'émission. Docteur Bakwa, il est question aujourd'hui de 3,90. De quoi s'agit-il exactement et quelles implications pour le Burkina Faso? Les 3,90 sont un objectif mondial qui a été adopté par le Burkina Faso. Il s'agit de niveaux d'objectifs à atteindre d'ici 2020. Le premier 90 demande aux États de faire en sorte que les personnes qui vivent avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique. Donc d'ici 2020, il faudrait qu'au moins 90% de ceux qui vivent avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Quand ils auront connu leur statut sérologique, on les invite à aller dans les formations sanitaires pour avoir le traitement. Et l'objectif est que 90% de ceux qui connaissent leur statut soient sous traitement. Et enfin, que ceux qui soient sous traitement du fait de l'observance, du suivi du traitement, que 90% d'entre eux puissent avoir une charge virale indétectable. Ceci nous permet, cette cascade, de boucler la boucle de la prévention. Connaître son statut, c'est la porte d'entrée de la prévention. Être indétectable, c'est réduire le risque de transmettre le VIH à quelqu'un. En attendant de revenir en longueur sur le premier 90, parlez-nous du programme sectoriel sur les deuxième et troisième 90. Oui, le deuxième 90 aborde la question du traitement et des soins. Au Burkina, je vous disais tantôt qu'il y avait 94 000 personnes qui sont infectées par le virus. Il y a 88% environ qui sont connus dans nos registres au niveau des différentes structures de santé. Et ces 88%, il y a un certain nombre, donc 66% à peu près, qui sont sous traitement. Ce traitement-là, nous pensons qu'il se fait dans l'ensemble du pays et il donne des résultats très importants quand on prend cet indicateur du troisième 90, parce que nous avons réussi à mettre au moins, à évaluer la charge virale sur 24% de ceux qui sont sous traitement. Et ce paquet de personnes-là, 66% étaient indétectables. Donc voilà ce qui traduit la qualité des soins qui sont administrés aux malades. Parce que si vous réussissez à faire en sorte d'avoir au moins 66%, le gap est encore là. On ne peut pas se réjouir totalement, parce que 88%, ce n'est pas 90% de gens qui connaissent leur statut, et 66%, ce n'est pas 90% des gens qui sont sous traitement, et 24%, c'est des efforts à faire, mais nous sommes sur une ligne qui nous encourage beaucoup par rapport à tout ceci. Madame Bellou, en tant qu'acteur de lutte, avez-vous le sentiment que les gens ont toujours la crainte de cette maladie? Oui, les gens craignent toujours la maladie et on peut dire même que c'est une peur qui n'est pas très bien justifiée parce que les gens ont peur même de savoir. Voilà, c'est pour parler encore du premier 90. 90% des gens de toutes les personnes du pays ou du monde doivent connaître leur statut sérologique. Voilà, et les gens ont peur. Donc, bon, comme c'est une maladie, voilà, on peut dire que les gens ont peur de connaître qu'ils portent le virus.
Docteur Sagbouan, comment la communauté internationale appuie les pays pour l'atteinte des objectifs dans la lutte contre le sida? C'est une responsabilité partagée pour la communauté internationale d'appuyer les pays pour cette lutte. Parce qu'au cours de l'Assemblée générale des Nations unies en juin 2016 à New York, la communauté internationale a approuvé la stratégie de l'ONU-SIDA avec les objectifs pour 2020 et la vision d'éliminer l'épidémie en tant que problème de santé à l'an 2030. Donc, cet appui aux États se résume surtout en appui technique, où on a des experts, ils envoient des experts pour nous appuyer, et aussi en appui financier. Ils contribuent à la lutte. Peut-être au cours de l'émission, on va revenir un peu sur les mécanismes de financement de ces partenaires techniques et financiers. Mais si vous permettez, j'allais ajouter un peu à la réponse que Mme Belloun avait donnée par rapport à la peur. Et aujourd'hui, on peut dire que la peur n'existe plus comme auparavant. C'est pour tout juste comparer. C'est une maladie, la peur est là, mais avant, quand on voyait les malades grabataires du sida, on a peur vraiment de la maladie. Mais aujourd'hui, avec le traitement, on ne voit plus les malades comme ça. Tout à fait. Parce qu'ils commencent tôt le traitement, ils ont un état de santé normal comme les autres. Ça fait que, quand on parle du VIH-Sida, surtout la prévention, surtout le changement de comportement, ça n'excite plus les gens comme auparavant. C'est pour tout juste comparer, sinon la peur de la maladie est là. Mais par rapport à avant, la peur a beaucoup diminué. Logé dans l'enceinte de l'hôpital du district de Boulmiougou, le centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH est le fruit de la coopération entre l'hôpital et Médecins sans frontières. Avec au départ environ 10 000 patients par an, le centre accueille aujourd'hui près de 4 800 personnes. Les activités sont plus centrées sur le suivi des patients et le traitement des maladies opportunistes. Aujourd'hui, le centre ne connaît pas de rupture en ARV, mais souffre d'insuffisance en personnel, le renforcement des compétences et les pertes de vue de certains patients. Zoom sur ce centre avec Oscar Soulama et Lazare Pouya. L'hôpital de district de Boulmiougou dispose d'un centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Ce centre est le fruit d'une bonne collaboration entre Médecins sans frontières MSF et l'hôpital. C'est un centre de référence qui a accueilli à sa création il y a une dizaine d'années autour de 10 000 patients vivant avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, ce sont plus de 4 800 qui sont suivis ici. Les malades qui sont suivis, parce qu'on peut les subdiviser en ceux qui sont déjà suivis, qui sont incorporés dans notre file active. Donc, eux, ils sont au nombre de 4 805 malades. Maintenant, il y a les nouveaux qui viennent pour le dépistage. Eux, ils sont en moyenne une douzaine de dépistages par jour, avec peut-être des positifs qui peuvent varier de 1 à 2, voire 3 par jour. Donc, parmi les 4 805 malades, il y a 193 enfants. Au jour d'aujourd'hui, 193 enfants et 4 612 adultes. Pour des raisons d'éthique, vous ne verrez pas les images des patients, mais sachez que généralement ce sont des malades qui ont été dépistés ailleurs ou qui ont pris des risques qui viennent confirmer dans ce centre. Il y a toujours des infections, mais on dira que ce n'est pas aussi important que les infections d'avant parce qu'on a la prévalence même qui a baissé au niveau national, donc cela peut expliquer ce fait-là également. Pour la prise en charge des patients dans ce centre, les agents ont leur propre système d'organisation. On a déjà trouvé une structure qui fonctionne très bien, qui constitue l'une des principales structures dans la prise en charge dans ce pays-là. Donc nous avons hérité de MSF qui était reconnu dans la prise en charge. Donc quand nous sommes arrivés, nous avons continué à travailler, à dynamiser les équipes. Donc, ici au CMA, toutes les composantes de la prise en charge fonctionnent. Il y a par exemple la prise en charge adulte dont nous sommes responsables. Il y a la PTME qui fonctionne également, la prévention de la transmission mère-enfant. Il y a le labo qui fonctionne également. Il y a la dispensation qui fonctionne. Il y a le dépistage qui se fait régulièrement. Et nous avons un hôpital qui fonctionne le jour, on appelle ça hôpital de jour, c'est-à-dire le pool VIH, les malades sont vus
dans la journée. Bon, s'il y a des hospitalisations à faire, nous les gardons en hospitalisation. Sinon, en temps normal, c'est un hôpital qui est dans la soirée ou dans les jours fériés ne fonctionne pas. Nous avons également au sein du CMA une structure associative qui s'occupe vraiment du côté associatif et bien sûr l'action sociale qui nous appuie. Donc toute cette machine-là fonctionne de façon harmonieuse. Ici, le centre ne connaît pas de rupture en ARV et en médicaments pour les infections opportunistes. Nous ne connaissons jamais de rupture en ARV, en médicaments pour les infections opportunistes. C'est vraiment un atout. Au nombre des difficultés que rencontre ce centre, il s'agit des pertes de vue, l'insuffisance de ressources financières, l'insuffisance du personnel et le renforcement des compétences des agents. Elles sont nombreuses, les associations de lutte contre le sida. Parmi elles, l'association Espoir pour demain, qui œuvre dans la prise en charge des femmes et enfants atteints du VIH-Sida à Bobo-Dioulasso. En 15 ans de parcours, le bilan est satisfaisant malgré les difficultés rencontrées sur le terrain. Le combat de l'association Espoir pour demain et témoignage d'une personne infectée dans ce reportage signé Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougma. Dès qu'on est arrivé, j'étais enceinte et j'ai découvert que j'étais séropositif. C'est le témoignage d'une mère infectée par le VIH. La force de continuer le combat, elle a retrouvé en partie grâce à l'association Espoir pour demain, une structure communautaire qui, depuis 2003, fait de la prise en charge de la mère et de l'enfant son cheval de bataille. En 2003 déjà, en ce qui concerne la prise en charge des enfants infectés par le VIH, vraiment il y avait pas, on va dire qu'il n'y avait rien pratiquement, puisque le traitement des enfants, c'était le traitement des adultes qu'on cassait. On prend les ARV des enfants, on casse et on donne aux enfants. Donc vraiment la prise en charge thérapeutique de l'enfant était quasi nulle. Mais aujourd'hui quand même, bon, ce n'est plus le cas. Les enfants il y a des traitements disponibles spécifiquement pour les enfants et les choses évoluent nettement mieux que par rapport aux années précédentes. Si pour la prise en charge des enfants, les choses ont évolué positivement, il n'en demeure pas moins que cette association qui lutte contre le sida fonctionne avec quelques difficultés. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH-Sida, on sait que ce n'est plus comme avant. Il y a l'aménagement des financements. Les financements se font de plus en plus rares. Les bailleurs ne sont plus... Il y a tellement de problématiques aujourd'hui que le VIH est un peu mis de côté. Pour qu'une personne vivant avec le VIH prenne correctement son traitement, il faut qu'il mange. Et il n'y a pas de soutien alimentaire, alors que la plupart du temps, c'est des personnes qui sont économiquement affaiblies, donc qui ont des difficultés aussi sur le plan alimentaire. Autre difficulté aussi, il faut dire que notre difficulté, c'est surtout la prise en charge, au niveau de la prise en charge des enfants. Lorsque les enfants sont petits, on arrive à les suivre correctement, mais une fois qu'ils deviennent adolescents, très souvent il y a des difficultés qui apparaissent. Ils ne prennent pas correctement les médicaments, il y en a qui abandonnent totalement. En ce moment, il faut passer à d'autres phases du traitement lorsqu'on s'en rend compte, donc, et ça fait des échecs thérapeutiques. Pour ceux qui suivent bien leur traitement, le sida n'est pas une fatalité. Des traitements adéquats disponibles permettent aux personnes infectées de mieux se porter. Quand tu prends le traitement, tu prends et tu manges bien. Quand tu manges bien et que tu prends le traitement, c'est comme si tu étais en bonne santé avant. Le travail que tu ne faisais pas avant, tu pourras le faire. Donc le traitement, il n'y a pas de problème. Seulement, les gens ont peur pour rien. Sinon le traitement, quand tu le prends, il faut bien manger. Quand tu manges bien, il n'y a pas de problème. Cependant, on ne doit pas baisser la garde, nous fait comprendre le secrétaire général de l'association. Les campagnes de sensibilisation doivent se multiplier pour faire comprendre à la nouvelle génération que le sida demeure une réalité et que la prudence doit être de mise. Retour sur ce plateau avec nos invités, Dr Sabouan. On vient de voir dans le reportage que les financements se font rares. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui explique cette situation? Effectivement, on doit le reconnaître. On n'a plus le financement comme on l'avait au début de la maladie. Certains mettent ça sous le vocable la fatigue des donneurs.
Et je pense que ce n'est pas la raison fondamentale. Il y a beaucoup d'autres priorités actuellement. Les priorités ont changé. Et puis on parle beaucoup plus des effets climatiques, le changement climatique et autres. Il y a l'instabilité dans les pays, il y a les guerres, il y a l'insécurité. Ça prend beaucoup plus de ressources. Et l'autre chose, ceux-là qui donnaient ces ressources avant pensent que les États doivent faire beaucoup plus d'efforts maintenant. Mais on connaît surtout, on sait que la maladie est au sud. On connaît les problèmes que ces pays ont. Et il y a certains pays qui font ces efforts, le Burkina Faso par exemple, donne ou bien contribue jusqu'à plus de 40% pour le financement de la lutte. Il y a d'autres pays qui ne reposent que sur le financement extérieur. Donc ça pose de réels problèmes. On peut constater ça a des effets sur la lutte. Et par exemple, l'activisme qu'on connaissait au départ, le rôle que les communautés et les associations communautaires jouaient, tout ça, ça a régressé. Et dans votre reportage tout à l'heure, on a vu qu'il y a de sérieux problèmes qu'on peut régler s'il y avait les ressources. Donc voilà un peu la situation. Je peux revenir encore plus tard s'il y a une question qui concerne les mécanismes pour dire comment les partenaires techniques et financiers contribuent à la lutte. Oui, je voudrais réagir par rapport à ces deux reportages parce que ça me confirme, ça me rassure dans les données que nous diffusons. Et nous, en tant que structure centrale de coordination et de prise de décision, on est parfois conforté par la position et la réponse des acteurs à la périphérie. Les problèmes qui ont été soulevés, tels que la prise en charge est correcte, l'absence de rupture de médicaments et la réduction des nouvelles infections, c'est exactement ce que nous avons présenté dans nos chiffres et ça se vit dans les structures de soins. Et ce témoignage montre que ce que nous ressentons par nos données se ressent même au niveau des structures de soins. Cependant, il y a des difficultés. Le deuxième reportage a montré les difficultés de prise en charge de l'enfant. Et là aussi, c'est une préoccupation que nous avons au niveau central et nous travaillons à voir comment on va, même si le nombre de nouvelles infections baisse chez les enfants, il reste que le diagnostic précoce est une préoccupation et que le suivi du traitement en est un autre. Et enfin, quand l'enfant atteint l'âge de l'adolescent, son suivi pose des problèmes, ça a été évoqué. Et pour nous, c'est vraiment la manifestation concrète de ce que nous disons. Depuis 1991, l'Association africaine Solidarité AAS œuvre dans la prise en charge communautaire. Les populations clés cibles de l'association sont les professionnels de sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le traitement se résume à la prise en charge globale des patients. Les activités de sensibilisation de l'association touchent plus de 3000 populations clés. L'association forme également les pères et les mères éducateurs qui, à leur tour, contribuent à sensibiliser leurs pères, Oscar Soulama et Lazare Pouya. À l'Association africaine Solidarité AAS, la prise en charge communautaire est globale et permet aux patients de poursuivre leur traitement. Il s'agit d'une prise en charge globale allant des actions de prévention, c'est-à-dire des activités d'IECCCC, d'information, sensibilisation de la population par rapport à la réduction des risques liés au VIH-Sida. Et ensuite, il y a tout ce qui est activité de dépistage volontaire, bien sûr, qu'on offre aux populations de façon générale. Enfin vient la prise en charge médicale proprement dite de tous les cas dépistés positifs. Donc, c'est surtout la mise sous traitement ARV, le suivi biologique, comme c'est un suivi à vie. L'association AAS s'est résolument tournée vers les professionnels de sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Mais pourquoi avoir ciblé ces populations clés? Ils font partie prenante de la société, ça c'est un. De deux aussi, et nous en tant que structure communautaire, nous sommes là aussi pour combler les gaps des services, d'offres de services au niveau local, puisque c'est des populations qui ont des difficultés de rentrer dans les circuits normaux de prise en charge pour se faire prendre en charge. Bien sûr, à cause de
tout ce qui est stigmatisation et discrimination. Aujourd'hui, AAS, en tant que structure communautaire, reçoit plus de 3000 populations clés de notre société. De façon générale, nos activités de sensibilisation touchent plus de 3000 populations clés. Maintenant, pour ce qui concerne les PEVIH, c'est autour de 150 pour ce qui concerne les populations clés que nous suivons au niveau du centre. Au-delà des acquis qu'enregistre cette association, quelques difficultés de prise en charge existent. Les difficultés, c'est d'abord la vulnérabilité économique. C'est d'abord la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est la rareté des ressources parce que nos moyens ont beaucoup baissé. Il y a beaucoup de partenaires qui se retirent de la prise en charge. La troisième difficulté aussi, c'est surtout les questions de stigmatisation et discrimination. Et ce qui fait que c'est une population mobile. Et tout ce qu'il y a comme problème qui s'ensuit, comme les perdus de vue, les ruptures au traitement, bon, bien sûr, qui vont créer aussi d'autres problèmes tels que les problèmes de résistance. Face à ces difficultés, les responsables de AAS souhaitent une bonne compréhension des PEVIH et un autre regard des populations envers les personnes vivant avec le VIH. Parmi les populations clés cibles de l'association africaine Solidarité figurent en bonne place les pères et les mères éducateurs. Ce sont des travailleurs de sexe et des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ils sensibilisent leurs pères sur la question du VIH-Sida dans des zones d'intervention bien déterminées. Adenda et Mika sont de ceux-là. Plus de détails dans ce reportage signé Oscar Soulama et Lazare Pouya. Ça fait un an que je suis avec eux. Et la sensibilisation, ça se passe qu'on aide les sœurs qui sont en difficulté et qui vivent dans la rue au niveau de la sexualité. Et on les aide à faire comprendre qu'elles ne doivent pas se laisser sans aller. Donc, on les aide à les protéger, à les partager les préservatifs. Et des fois, on raconte des cas des sœurs qui sont malades, qui sont atteintes. Et des fois, on les fait venir à l'association. J'amène par moi une vingtaine. Il y a certains qui sont atteints de la maladie et il y a certains qui ne sont pas atteints. Et ceux qui sont atteints, et ça c'est au niveau de mes supérieurs qui prennent en charge d'eux. Moi, je suis avec l'association, ça fait 5 ans de cela. Et je suis père éducateur là-bas. Et un père éducateur chez nous, c'est quoi? On a d'abord été formé et pour former en plus la population clé. Et c'est les HEH, comme on le dit. Et j'ai été formé pour ça. Et les bonnes formations que vous suivez ici, nous on sort maintenant pour les sensibiliser et pour les faire venir au sein de l'association, essayer de les expliquer sur nos démarches ici. Et si ces derniers ont des problèmes, des soucis de santé ou les LGBT, comme on le dit, les gens stigmatisés ou discriminés. Et là déjà, on organise des groupes de parole. Quand on dit les groupes de parole au sein de l'association déjà, on invite quelques cibles pour venir. Bon, on a des arts culinaires et des groupes de parole. Après les arts culinaires, on peut préparer ensemble, manger ensemble. Après ça, on discute un peu, comme les groupes de parole. On essaie maintenant de les sensibiliser, voilà, pour essayer de les faire maintenant les tests de dépistage et sur le VIH et les IST. Peut-être 45 à 40 personnes dans le mois. Ce sont les HEH, les éléments clés dont on parle. Quand je dis HEH, c'est les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes. Docteur Bakouan, parlez-nous de la stratégie nationale en réponse à la pandémie du sida. Merci. En réponse à la pandémie, nous avons depuis 2001 élaboré 4 plans quinquennaux. Le dernier en date s'est donné pour objectif d'atteindre les 3,90 dont on parlait tantôt. Et c'est fixé des axes importants pour atteindre ceci. C'est notamment un axe dirigé vers la prévention, un deuxième sur les soins, traitements et soutien aux malades, et un troisième sur la gouvernance de la lutte contre la maladie. Pour ces axes-là, nous avons défini des secteurs d'intervention qui nous permettent d'aller beaucoup plus auprès de la population. C'est le secteur prioritaire pour nous qui est le secteur santé. Nous avons un secteur non santé et nous avons un secteur de la gouvernance et de la coordination nationale et décentralisée. Chacun de ces secteurs est subdivisé en sous-secteurs, mais nous pourrons revenir là-dessus pour permettre effectivement à chacun d'intervenir dans le domaine de ses compétences.
Et par rapport à tout cela, nous avons défini des programmes prioritaires, notamment la prévention ciblée. On parlait tantôt des populations clés. Donc chacune de ces populations a été ciblée pour permettre une intervention plus juste et plus opérationnelle. Nous avons la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, pour lequel nous avons défini un document qui va nous permettre d'éliminer la transmission du virus de la mère à l'enfant. Nous avons un programme visant effectivement les jeunes, de prévention chez les jeunes, et un programme de sécurisation de la transfusion sanguine. Ceci nous permet, en termes de prévention, de couvrir l'ensemble des mécanismes de transmission. Et ensuite, nous avons le vaste programme de soins et traitements où on a la prise en charge holistique des personnes infectées, et nous avons maintenant la mitigation des effets induits de l'infection, donc ce que nous appelons le soutien aux personnes affectées ou infectées. Et qu'en est-il de la prévention? Oui, la prévention, c'est le premier volet le plus important. Et à ce niveau-là, nous insistons beaucoup d'abord, comme la porte d'entrée, c'est le dépistage. Pour nous, le dépistage est le mot-clé de la lutte contre le VIH-Sida. Et nous avons envie que tout le monde connaisse son statut sérologique. Mais comme les uns et les autres l'ont dit, avec la réduction des ressources, on ne peut plus tester tout le monde. Par exemple, quand vous avez une prévalence de 0,8%, ça veut dire que pour avoir une personne séropositive, il faut tester 200 personnes environ. Et on ne peut pas, en termes d'efficience, nous permettre cela. On a près de 18 millions de gens, on cherche 94 000, actuellement on cherche 12 000 personnes. On ne peut pas tester les 18 millions pour pouvoir avoir. Donc nous sommes en train de cibler. Nous allons dans les populations où la prévalence est la plus élevée. Nous sommes sûrs que là-bas, nous aurons le maximum de personnes vivant avec le VIH-Sida. Et ceci répond aussi au thème de la journée de cette année, c'est connaître son statut sérologique. Donc c'est pour dire que tant qu'on ne connaît pas son statut sérologique, tout ce que nous faisons sera vain. Madame Belloum, quel rôle les associations à base communautaire jouent dans la lutte contre le VIH? Bon, les organisations à base communautaire travaillent aux côtés des autres acteurs du secteur public et du secteur privé pour l'offre de services. L'offre de services de prévention, l'offre de services de conseil dépistage du VIH, la prise en charge, les différents soutiens, le soutien psychosocial et la lutte contre la stigmatisation, la discrimination. Et voilà, c'est ce que les organisations à base communautaire font aux côtés des autres acteurs des secteurs privés et publics. Docteur Bakwan, qui finance la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso actuellement? C'est essentiellement l'État et la mobilisation domestique des ressources. Et parce que nous avions, si je remonte il y a 20 ans, nous avons une multitude de partenaires au niveau bilatéral et au niveau multilatéral. Mais à l'heure actuelle, c'est l'État essentiellement, plus un partenaire qui est très important, qui finance à près de 40%, qui est le Fonds mondial. En dehors de ces deux, nous avons une contribution du secteur privé, mais qui rentre généralement dans la prise en charge de leur personnel, avec par exemple l'accompagnement des associations communautaires pour aider effectivement la prise en charge de leur personnel. Docteur Sagbo, comment les partenaires financent la lutte contre le VIH au niveau pays? Pour résumer, il existe 3 mécanismes de financement. Le premier mécanisme, c'est les contributions des États au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il y a certains pays que vous connaissez très bien qui contribuent fortement à ce fonds, tels que les États-Unis, la France qui vient en deuxième position et bien sûr d'autres partenaires. Le second mécanisme, c'est à travers les coopérations bilatérales et où il y a des financements directs. Et la Banque mondiale comme partenaire multilatéral. Et puis il y a d'autres mécanismes qu'on peut appeler des fonds catalytiques,
tels que les fonds que les États donnent pour appuyer des projets ou bien des organisations et ainsi de suite. Pour les fonds directs, par exemple, bon, le docteur Bakouan l'a dit, il y a le PEPFAR, par exemple, que nous, on n'a pas au Burkina Faso. Il y a la fondation Bill Clinton qu'on n'a pas, et Bill Gates qu'on n'a pas, ainsi de suite. Donc, c'est l'État et puis le Fonds mondial et les autres financements directs vers les agences des Nations Unies qui appuient la lutte. Ça, c'est des fonds catalytiques, c'est ce que je disais. Donc, voilà les 3 mécanismes pour financer la lutte au niveau des pays. Que peut-on citer comme acquis de lutte en matière de VIH au Burkina, Dr Bakouan? Oui, nous pouvons d'abord citer le grand soutien politique que nous avons de cette lutte. Et je crois que le Burkina est cité un exemple par rapport à l'appui politique de haut niveau que nous avons et à la prise en compte de la lutte contre le sida au plus haut niveau. D'ailleurs, la lutte contre le sida est un des programmes de la présidence du FASO. Nous avons le deuxième acquis, c'est la prévalence qui a beaucoup baissé. Nous sommes passés, comme je le dis, d'une prévalence très élevée de l'ordre de 7,17% à une de 0,8. Troisième acquis, c'est le nombre de personnes qui sont mises sous traitement. Je vous disais tantôt, nous avons près de 63 000 personnes qui sont sous traitement. Et ça, c'est un progrès avec en appui toujours la gratuité des ARV et la subvention des examens spécifiques au VIH. Et enfin, nous avons la qualité du traitement parce que le personnel a été formé et ceci nous permet effectivement d'avoir une charge virale très indétectable chez la majorité de ceux qui sont sous traitement. Madame Belloum, il a été lancé en 2017 à Waïbia le plan d'élimination de la transmission mère-enfant. Votre association, qu'est-ce qu'elle fait dans ce combat? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, ce que nous faisons à Waïbia, dans la région du Nord, voilà, c'est que par rapport au lancement, Waïbia a eu le privilège d'abriter la cérémonie. Donc, les gens, ça a été une chance pour la région parce que la sensibilisation aussi était vraiment intense par rapport à ce lancement-là. Donc, beaucoup ont suivi et ont compris. Et donc, les acteurs ont redoublé d'efforts et conjuguent les efforts pour atteindre les objectifs. Et surtout, nous disons, vous voyez que le lancement a été fait ici, nous ne devons pas traîner et nous devons être les premiers à atteindre les résultats. Donc, ce que nous faisons, c'est comme dans toutes les activités de lutte contre le VIH-Sida, c'est de conjuguer des efforts pour offrir les services qui étaient insuffisants. Et dans le cadre de viser l'élimination de la transmission mère-enfant. Voilà. Et quels sont les défis, docteur Yonaba, à relever, que le Burkina doit pouvoir relever, les défis que le Burkina doit pouvoir relever en matière d'élimination de la transmission mère-enfant d'ici 2020? Est-ce que cet objectif peut être atteint? Bon, nous voyons 3 défis principalement. D'abord, c'est le dépistage. On a cessé de parler de dépistage depuis le début de l'émission. Et de notre part, nous pensons que toutes les femmes enceintes doivent bénéficier du dépistage de l'infection à VIH. Ça, c'est le premier point, premier défi, ce qui n'est pas le cas. Deuxième défi, c'est que toutes ces femmes séropositives qui ont été dépistées séropositives doivent être mises sous traitement antirétroviral. Et ce traitement doit être poursuivi à vie. Et ça, c'est une condition pour pouvoir prévenir la transmission de l'infection à VIH chez l'enfant. Et troisième défi, et qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est le dépistage de tous les nourrissons qui sont nés des mères séropositives. Le taux de dépistage reste encore très faible au niveau dans notre pays. Et il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau. Tant que ce dépistage n'est pas fait comme il faut, on ne pourra pas arriver à l'élimination de l'infection VIH chez l'enfant. Donc il faut absolument qu'on travaille davantage à ce niveau. Je voudrais ajouter un défi qui est celui de la participation des partenaires, des femmes enceintes au dépistage et l'accompagnement. C'est vraiment un obstacle.
nous avons un pourcentage très faible, je n'ose pas le dire, d'hommes qui acceptent aller, c'est un peu autour de 10%, et d'hommes qui acceptent accompagner leurs femmes pour la PTME et qui acceptent eux-mêmes faire leur dépistage. Mais nous savons que les hommes utilisent d'autres moyens pour connaître leur statut. Tout ceci est lié à ce que vous parlez tantôt de la discrimination et de la stigmatisation liée au VIH. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendreveux. Le téléphone n'arrête pas de sonner et nos invités sont interpellés. Une téléspectatrice de Bobo Dioulasso, Madame Sanou, aimerait savoir si deux personnes sérodiscordantes, une positive et l'autre négative, peuvent se marier. Elle pose la question parce qu'elle voit des personnes qui étaient déjà très engagées à en donner la coula, on fait les pas pour aller au mariage et dès que les résultats, la sérologie tombe, il y a beaucoup qui se rétractent ou si la famille est au courant, on fait pression sur la partie négative pour qu'elle se rétracte. Donc, elle aimerait savoir si c'est possible que deux personnes sérodiscordantes se marient. Sa deuxième question a trait à l'espérance de vie d'un enfant né avec le VIH. Combien d'années est-ce que cet enfant-là peut espérer vivre? Un téléspectateur de Orodara pose la question, est-ce qu'une personne séropositive sous traitement peut toujours contaminer son ou ses partenaires? Dans le cas où la réponse serait oui, est-ce qu'on peut parler d'efficacité des traitements en cours dans ces circonstances? Monsieur Ousmane Ouedraogo est à Saint-Cancé. Il félicite le SPCNLS pour le travail abattu depuis des années. Sa question s'adresse au secrétaire permanent. En quoi la personne vivant avec un handicap peut-elle être spécifique dans la lutte? Son autre question, c'est comment évaluer l'impact du privé, l'implication du moins du privé dans la lutte contre le VIH-Sida. Son cri de cœur, c'est la disponibilité des réactifs sur tous les territoires nationaux. Il fait cas de certaines localités où les malades partent dans les structures, dans les CHR, on leur dit de revenir un autre jour parce qu'il n'y a pas de réactifs et cela crée des dépenses supplémentaires pour des personnes qui sont déjà vulnérables. Monsieur Dieudonné Birba nous suit à Tanguin, c'est à Ouagadougou, et sa question s'adresse au docteur Bakouan qui a parlé au début de l'émission de 5.6, de 4.5. Il dit qu'il n'a rien compris de tout ce que vous avez dit et il aimerait que vous lui réexpliquiez ce point-là en français facile comme on le dit couramment. Monsieur Sekou Ouedraogo est professeur à Zignaré. Lui, il aimerait comprendre pourquoi la prévalence du VIH est plus forte chez les drogués que chez le reste de la population. Et il se pose plusieurs questions. Est-ce que la drogue fragilise leur organisme? Est-ce que ça les rend plus vulnérables? Bref, il aimerait comprendre. Madame Sana, elle nous suit à Wayugia. Sa préoccupation, c'est est-ce que c'est normal qu'une personne sous traitement dont la charge virale était devenue indétectable, est-ce que c'est normal que cette personne-là arrête son traitement? Et sinon, quelle est l'attitude qu'elle doit adopter pour reprendre le traitement? Vers quelle structure est-ce qu'elle doit se tourner? Monsieur Isaka est à Oundé. Lui aimerait que vous parliez chiffres. Concrètement, quel est le taux actuel de séroprévalence au Burkina Faso? Madame Zougmouré, elle suit l'émission à Ouagadougou. Sa question, c'est est-ce qu'une personne séropositive qui n'est pas sous ARV peut avoir une charge virale indétectable? Madame Evelyne Sanou nous a appelé de Bobo Dioulasso. Elle dit qu'elle est séropositive depuis plus de 10 ans, mais ce n'est qu'il y a 10 ans qu'elle a été mise sous ARV. Est-ce que maintenant elle peut avoir une vie sexuelle active sans risque de contaminer son partenaire?
Enfin, M. Alassane Ouedraogo est à Bobo Dioulasso. Lui déplore le fait qu'à l'hôpital du jour de la ville de Sia, il y a des moments où il n'y a pas de disponibilité des médecins. Vous pouvez aller attendre toute la journée et puis on vous dit de revenir demain. Et il déplore aussi le mauvais accueil des malades certains jours et quelquefois cela décourage les malades. Son appel, c'est à tous ceux qui sont dans la structure, dans toute la chaîne de prise en charge, ceux qui ne veulent pas travailler n'ont qu'à faire pardon. C'est ce qu'il dit pour ne pas gâter le nom de la grande majorité qui fait bien son travail et qui accueille, qui a pour souci de venir en aide aux personnes vivant avec le VIH. C'est tout pour la première partie des questions des téléspectateurs. Est-ce que deux personnes sérodiscordantes peuvent se marier sans problème, Dr Bakwa? Non, mais c'est simple, on se marie par amour, on ne se marie pas par l'infection. Donc deux personnes discordantes peuvent se marier correctement et avoir une vie normale. Il suffit de prendre les précautions nécessaires. L'un peut infecter l'autre, mais par amour, il devrait éviter de l'infecter. Donc en utilisant les moyens qui sont mis à sa disposition, d'abord des rapports protégés et ensuite se mettre sous traitement jusqu'à être indétectable. Mais en réalité, on se marie par amour et au Burkina, il n'est pas interdit à deux personnes séropositives de se marier. Okay. Docteur Yonaba, quelle est l'espérance de vie d'un enfant né avec le VIH? L'espérance de vie d'un enfant né avec le VIH, elle est très bonne. C'est-à-dire qu'il suffit que l'enfant soit mis sous traitement et que le traitement soit bien suivi. Nous suivons des enfants actuellement qui ont fini l'université depuis pratiquement 15 ans. Il y a une qui vient d'accoucher il n'y a pas longtemps. Donc, vraiment, il meurt aussi d'autres choses que le VIH. L'essentiel, c'est de bien suivre les traitements antirétroviraux. Docteur Bakwa, est-ce qu'une personne séropositive sous traitement peut toujours contaminer son ou ses partenaires dans le cas où la réponse serait oui? Peut-on parler d'efficacité des traitements actuels en cours? Oui, et ça me permet de lancer un appel. Toute personne séropositive, même sous traitement, peut infecter quelqu'un. C'est pour cela que nous faisons régulièrement la charge virale. Lorsque vous avez une charge virale indétectable, ça ne veut pas dire que le risque zéro est là. Il reste encore une possibilité d'infection d'autour de 5%. Donc il faut à tout moment être prudent dans les rapports sexuels. En quoi la personne vivant avec un handicap est-elle spécifique dans la lutte? La question vous est destinée. C'est vrai que quand nous avons fait l'étude, nous-mêmes avons été surpris par le taux de prévalence élevé. Mais quand on étudie le comportement, parce que nous avons fait une étude biocomportementale, on se rend compte que d'abord chez ces personnes vivant avec un handicap, la négociation sexuelle est extrêmement difficile. Une personne qui vit avec un handicap a des difficultés d'imposer des mécanismes de rapport sexuel. Donc, ça fait déjà qu'elle s'expose à des risques. Elle a un besoin de sexualité pour se sentir comme une personne normale. Donc elle accepte toute proposition. Elle accepte toute proposition, qu'on soit homme ou femme. Quand on vit avec un handicap, on est vraiment motivé quand quelqu'un peut vous dire « je vous aime ». Et enfin, il y a le pouvoir économique qui est réduit et donc il y a une faiblesse dans la résistance de ces personnes. Et bon, quelque part, de façon subjective, il y a des rumeurs qui disent qu'avoir un rapport sexuel avec une personne vivant avec un handicap peut vous procurer du bonheur. Bon, mais là, ou de la richesse. Il faut d'autres richesses. Ou de la richesse. Bon, là, on ne sait pas. Une autre question, l'implication, comment évaluer l'implication du privé dans la lutte contre le VIH-Sida? Et puis, il y a un problème de disponibilité de réactifs sur tout le territoire qui est dénoncé ici. Et ces ruptures créent des dépenses supplémentaires pour des personnes qui sont déjà vulnérables. Oui, et pour l'implication du secteur privé, je le disais tantôt, presque toutes les structures privées, d'abord, participent directement dans la prise en charge de leur personnel.
ils ont des mécanismes de prise en charge, soit à travers les assurances, soit à travers leur unité de soins, soit à travers les références vers d'autres unités de soins où ils le prennent en charge. Le deuxième, c'est qu'ils contribuent au niveau de certaines associations pour permettre la sensibilisation et l'accompagnement. Et le troisième, ils nous incitent et ils nous appuient de temps en temps pour certaines manifestations. Et nous croyons que ça, c'est un appui très important parce que dans notre cadre stratégique, nous avons évalué à près de 10% l'implication du secteur privé. Maintenant, pour les réactifs, c'est vrai, il arrive des moments où dans une formation sanitaire ou une autre, il manque de réactifs, mais jamais une rupture de réactifs sur l'ensemble du pays. Ces manques de réactifs sont liés à beaucoup de facteurs, à des facteurs de gestion, à des facteurs d'utilisation, mais nous avons fait en sorte que pour les réactifs spécifiques, charge virale, dépistage et calcul des CD4, nous puissions avoir une permanence de ces réactifs parce que c'est subventionné. Là où les populations ont le plus de difficultés, c'est les examens non spécifiques parce que ça va à l'ensemble de la population et c'est difficile à quantifier, ça nous pose énormément de difficultés. Docteur Sabo, pourquoi les drogués, la prévalence du VIH chez les drogués est plus élevée que chez le reste de la population? Est-ce que la drogue fragilise ou alors ça fait que la garde est baissée? Il faut distinguer deux types de drogues. Il y a des drogues qui contribuent directement à la transmission du virus, et surtout les drogues injectables. Mais les autres drogues, même l'alcool, ce sont des excitants qui amènent ceux qui les consomment à avoir des comportements incontrôlables. Et quand on dit excitant, quelqu'un qui prend la drogue ou l'alcool, on connaît, comment dit-on, son augmentation de désir, que ce soit sexuel ou pour autre chose. Donc, et quand on passe à l'acte, on ne prend plus les précautions qu'il faut parce que la personne n'a plus toutes les facultés pour bien réfléchir et avoir des comportements responsables. Donc les drogues peuvent bien augmenter le risque de contamination. Mais en dehors des drogues injectables qui donnent directement qui passent directement le virus, qui transmettent directement le virus, les autres drogues ne sont pas aussi facteurs de transmission directe. Cela veut dire quand on utilise les mêmes aiguilles pour ce... Oui. Docteur Bacon, vous êtes interpellé, vous avez parlé de 5.6, de 4.5. Est-ce que vous pouvez réexpliquer en français facile pour que les téléspectateurs de Données Birba puissent vous comprendre? Non, je m'excuse, j'étais un peu vite. Quand nous parlons de 5.4, de 4.6, c'est les taux de prévalence que nous avons donnés. Et en ce qui concerne les travailleuses du sexe, c'est 5,6%. En ce qui concerne les personnes vivant avec les handicaps, c'est 4,6%. En ce qui concerne les usagers de drogue, c'est 1,02%. Et pour les détenus, c'est 2,15%. En fait, c'est ce pourcentage que j'avais oublié et qui ont créé la confusion. Est-ce qu'une personne sous traitement dont la charge virale est indétectable peut arrêter le traitement? Non, le traitement est à vie. Et c'est pour cela que nous insistons sur l'observance du traitement. Pour maintenir... En fait, ce qui parle de charge indétectable, c'est que le virus, contré par le traitement, se cache quelque part dans l'organisme. Il se cache, on n'arrive plus à le voir dans le sang circulant. Mais dès que vous arrêtez la pression, il ressort. Donc en ce moment, il faut continuer le traitement à vie pour éviter qu'il ait de la force pour émerger. Est-ce qu'une personne séropositive qui n'est pas sous ARV peut avoir une charge virale indétectable? Docteur Yonava. En principe, non. Il faut un traitement antirétroviral pour avoir une charge virale indétectable. Il y a une séropositive qui est, depuis 10 ans, elle est séropositive, donc il y a 10 ans qu'elle est sous ARV. Est-ce qu'elle peut avoir une vie sexuelle active sans risque de contaminer son partenaire? Docteur Bakwa. Non, il faut qu'elle continue de se protéger. Être sous traitement ne veut pas dire avoir une charge virale indétectable. Si elle est observante, si elle suit régulièrement son traitement, si son médecin fait le test, il se rend compte qu'elle est indétectable, elle peut réduire le risque d'infecter son partenaire, mais nous recommandons qu'il se protège toujours.
Maintenant, s'il y a un désir de grossesse ou un désir d'enfant, il y a une assistance médicale qui permet aux personnes séropositives d'avoir un enfant sans risque d'infecter l'un ou l'autre. Le risque, c'est vraiment d'avoir des rapports protégés parce qu'il y a deux types de VIH. VIH1, VIH2. Peut-être qu'on est charge indétectable VIH1, mais si on fait des rapports non protégés, on peut prendre l'autre type. de VIH. Voilà. Il y a l'hôpital du jour de Bobo-Dioulasso. On parle de la non-disponibilité des médecins à certains moments et également du mauvais accueil du personnel. Donc, c'est un cri de cœur. Donc, je pense que le message est passé. Le message est passé parce que c'est une situation générale à nous tous, quel que soit le poste que nous occupons. Nous demandons à chacun d'être responsable. Il a un devoir vis-à-vis de ses clients. Docteur Yonaba, quels sont les défis à relever dans la prise en charge des enfants infectés par le VIH? La prise en charge des enfants affectés par le VIH, c'est les mêmes défis que chez les adultes. Il faut surtout insister sur le dépistage parce que les enfants continuent à arriver à un stade très tardif. Et toutes les études ont montré que quand on commence les traitements très tôt, le pronostic est meilleur. Donc, il faut vraiment insister sur le dépistage. Je pense que c'est le thème de cette année, du 1er décembre. Connaître son statut, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la mise sous traitement antirétroviral. On a remarqué que les enfants en cours sont mis sous traitement très tardivement. Et même le pourcentage des enfants qui sont sous traitement antirétroviral par rapport aux adultes est très faible. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et tout passe d'abord par le dépistage. Il faut le dépister tôt pour pouvoir commencer le traitement tôt. Autre chose, c'est surtout comment maintenir ces enfants dans les files actives. Parce que c'est revenu dans les reportages, il y a encore beaucoup d'enfants qui sont perdus de vue. Et insister sur l'observance, on va revenir sur ça pour éviter les échecs thérapeutiques qui sont fréquents. Et dernière chose, c'est vraiment la gestion des adolescents, c'est une période très difficile avec tous ces problèmes d'annonce du statut et comment il faut le faire passer de la vie au niveau des services pédiatriques vers les services adultes. Donc ça nécessite un accompagnement assez spécifique. Allez-y, voilà, Madame comme Bello. le plateau est un cadre aussi de sensibilisation, je voulais attirer l'attention des femmes en âge de procréer que pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, il faut aller tôt à la consultation prénatale. Et tôt, c'est vraiment les 3 premiers mois. Il ne faut pas laisser plus tard, il faut aller tôt. Dès qu'on sait qu'on est enceinte, il faut aller en consultation prénatale. Docteur Bakwa, combien de structures sanitaires assurent la prise en charge du VIH-Sida au Burkina? Est-ce que c'est uniquement des formations sanitaires publiques ou alors tout est le privé aussi? Non, ce n'est pas uniquement des formations du secteur public. Et nous avons dans le sous-secteur santé des formations du secteur public, des formations du secteur privé, des formations du secteur communautaire et conventionné. Et l'un dans l'autre, on a 109 structures à l'heure actuelle qui offrent les ARV aux personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, le progrès est là. Il y a les malades qui ne prennent qu'un seul comprimé comparativement au début de la pandémie. Est-ce que c'est le cas au Burkina aujourd'hui? Oui, en fait, au Burkina, le protocole insiste sur la trithérapie. Quel que soit le nombre de comprimés que vous prenez, ça doit être une combinaison de 3 types d'ARV. Il y a certains qui ont un comprimé, il y en a qui en ont 2 ou au maximum 3, mais dans tous les cas, c'est toujours des combinaisons de 3 types d'antirétrovirales pour bloquer effectivement l'évolution du virus. Madame Belou, est-ce que les structures communautaires sont habilitées à prescrire les ARV? Bon, quelle question. Moi, je pense que la prescription des ARV, ça ne dépend pas de la structure, mais du personnel. Il faut du personnel formé, du personnel qualifié, du personnel habilité. Et quel que soit le niveau où le personnel qualifié est, et il peut prescrire les ARV. Docteur Yonavo, quelles sont les activités d'accompagnement des adolescents chez vous à Yalgado? Il y a plusieurs activités. Il y a déjà les consultations d'observance qui permettent d'expliquer aux patients
comment les médicaments marchent, les effets secondaires, et pourquoi il faut bien prendre les médicaments. Il y a aussi les groupes de parole qui permettent de... C'est un cadre d'échange où les enfants qui sont plus âgés partagent l'expérience avec ceux qui sont plus jeunes. C'est ce qu'on a vu ici, les éducateurs pères. Et ça, c'est très important parce que ces enfants souvent passent des moments très difficiles, surtout pendant l'adolescence. Et autre chose, c'est des activités récréatives avec ces problèmes de stigmatisation. Donc, on leur permet souvent des sorties en groupe et tout ça. Ça leur permet d'oublier un peu la maladie parce que ce n'est pas difficile de vivre avec cette maladie, surtout si on est enfant. Donc, il s'agit essentiellement de ces activités. Oui, je voudrais ajouter que par rapport à votre expérience au niveau de l'hôpital, en plus de l'éducation par les pères, les enfants aînés facilitent l'acceptation de la maladie de leurs cadets. Il y a l'association des mères enfants de mères séropositives et qui se réunissent pour se soutenir mutuellement aussi, parce qu'il faut reconnaître que nous les parents parfois aussi avoir un enfant séropositif c'est pas évident, donc c'est ce cadre-là aussi qui est créé pour leur permettre effectivement d'apporter un soutien à l'un et à l'autre et d'apporter des soutiens à leur enfant. Docteur Sabo, parlez-nous un peu de l'observance au traitement. Ok, je pense que la question est déjà revenue. Le traitement dont on parle ici, ce n'est pas un traitement qui guérit. C'est un traitement à vie qui permet à la personne de prolonger la vie et d'être en bonne santé. Donc, à aucun moment, on ne doit arrêter ce traitement. Mais pour des raisons, pour plusieurs raisons, le malade, à un moment donné, laisse ce traitement. Soit il pense qu'il est déjà guéri, il n'est pas malade, il laisse. Ou alors, il est fatigué. Voilà, la plus grande cause, c'est cette discrimination. Discrimination et stigmatisation qui font que les patients ne cherchent plus à continuer leur traitement. La stigmatisation et cette discrimination, c'est aussi dans les milieux de santé. On en a parlé tout à l'heure, le mauvais accueil, ainsi de suite. Il y a d'autres raisons qui sont des raisons d'ordre financier, où il faut se déplacer, le traitement n'est pas à côté, il faut se déplacer pour aller chercher. Il y a plusieurs autres raisons qu'on peut citer. Il y a l'appui et l'apport nutritionnel, parce que quelqu'un qui est sous un traitement comme ça, il faut qu'il mange bien. Il y a d'autres raisons qu'on peut citer, mais il faut retenir, c'est un traitement à vie qu'il ne faut en aucun cas arrêter pour n'importe quelle raison. Si vous me permettez, oui, je vais insister sur un effet induit de la qualité des traitements. Dit quand la personne prend le traitement, elle vit bien et longtemps. Et la rumeur nous fait savoir qu'il y en a qui en abusent. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de traitement, qui vont prendre des traitements parce que ces personnes-là pensent que c'est le traitement qui a rendu l'autre très joli. Des personnes qui ne sont pas malades. Des personnes qui ne sont pas malades. Ça, c'est des femmes. Parce que vous avez parlé d'être plus jolie. Donc voilà, parce que justement, c'est cette rumeur-là. Nous disons que le traitement a toujours des effets secondaires. On a amélioré le traitement. On a amélioré les effets secondaires du traitement, mais il ne faudrait pas qu'on en banalise et qu'on prenne pour être plus belle. Ou pour avoir des formes meilleures. Généreuses. Découvrons à présent le dernier lot de questions des téléspectateurs. C'est toujours avec Viviane Tiendre-Burgo. Alors, M. Ouattara est à Banfora et lui, il aimerait savoir si l'hygiène dans les chambres de passage ne pose pas de problème sérieux en termes d'exposition de ceux qui les fréquentent à une contamination au VIH-Sida. Monsieur Rodrigue Cam est à Bobo-Dioulasso. Lui, il a constaté que le sida est une maladie complexe. Sa préoccupation, c'est est-ce que deux personnes vivant avec le VIH-Sida peuvent avoir un enfant bien portant. Il dit qu'il a été dit sur ce plateau de Santé Mag aujourd'hui que 9 millions de personnes dans le monde ne connaissent pas leur statut sérologique. Comment vous avez fait pour établir ces statistiques-là si les personnes elles-mêmes ignorent leur statut sérologique? Madame Bonkungu Léa est à Ouagadougou. Elle aimerait savoir combien de temps peut durer le statut sérologique négatif de quelqu'un. Par exemple, si vous faites le test aujourd'hui et que c'est négatif, combien de temps
vous pouvez ne pas être séropositif. En fait, est-ce qu'il faut refaire le test chaque fois qu'on a un comportement à risque? À quelle fréquence est-ce qu'il faut faire le test? Monsieur Kabouré à Ouagadougou, lui, aimerait savoir s'il y a une différence entre le test de dépistage classique et les tests rapides. Monsieur So Inoussou, Suisse Santé Maga Ouagadougou, il se demande s'il ne serait pas judicieux que les associations de lutte contre le sida investissent les écoles pour sensibiliser les parents d'élèves au cours des assemblées générales. Lui, il pense que cela permettrait un meilleur dépistage et pour permettre également de détecter les enfants séropositifs et de commencer leur prise en charge plus tôt. Madame Djembe Awa à Ouagadougou pose la question pourquoi on n'oblige pas les femmes enceintes à faire le test de dépistage du VIH et elle souhaiterait qu'on intensifie la sensibilisation parce que elle sent qu'il y a un léger relâchement qui fait que les gens oublient que le VIH-Sida est toujours là et que ça se transmet, ça contamine toujours des gens. Monsieur Chombiano est à Diapaga. Il a une question qui rejoint une question déjà posée. Est-ce qu'un couple séropositif peut avoir un enfant sain séronégatif? Et l'autre question, c'est est-ce que quelqu'un qui est séropositif peut vivre jusqu'à la fin de ses jours sans traitement et sans tomber malade? Si oui, voilà, expliquez-nous comment ça peut se passer. Et Madame Sawadogo nous a appelé de Dédougou. Elle a entendu parler de personnes invulnérables au VIH. Elle a suivi un reportage qui parlait du cas d'une prostituée en Afrique centrale qui exerce cette profession-là depuis plus de 30 ans, qui a eu des contacts non protégés avec des hommes qui sont morts du sida sans qu'elle-même elle soit infectée. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce cas-là? Comment on peut est-ce que c'est vrai d'abord et puis comment on peut expliquer cela? C'est tout pour les questions des téléspectateurs d'aujourd'hui. Okay, merci Viviane Tendrebeo. Ok, l'hygiène dans les chambres de passe ne pose-t-il pas de problème en matière d'exposition du VIH-Sida? Donc, à quoi? Donc, quand il est exposé, il ne peut pas survivre. Donc, tant que l'hygiène est liée à ça, il n'y a pas de risque, ça ne peut pas infecter. Le grand risque, c'est aller dans la chambre de passe et ne pas utiliser un préservatif. Docteur Yonava, est-ce que 2 personnes malades peuvent avoir un enfant bien portant? Oui. C'est pour ça qu'on parle de la prévention de la transmission même avant du VIH. Il y a des précautions à prendre, mais... Docteur Sabgouan, vous avez parlé de 9 millions de personnes dans le monde qui ne connaissent pas leur statut. Comment vous avez pu avoir ces chiffres pendant que les personnes concernées ne connaissent pas leur statut? Ces chiffres proviennent des modèles statistiques à partir des données de sérosurveillance chez les femmes enceintes et les enquêtes démographiques parfois. Et par exemple, quand on fait l'EDS+, où on mesure la prévalence dans la population en général, on a une prévalence pour cette population-là. À partir de ces données, nous, on peut les mettre dans des modèles statistiques pour savoir combien de personnes ont le virus dans une population donnée. Voilà. À quelle fréquence doit-on faire son test quand on est négatif? À quel intervalle, docteur? Chaque fois qu'on s'expose à un risque d'infection, il faut refaire son test. On n'est pas séronégatif à vie. On est séronégatif tant qu'on ne prend pas de risque. Quelle est la différence entre le test de dépistage classique et les tests rapides actuels, docteur Makwanda? Oui, ils ont la même efficacité. En fait, c'est parce qu'au début, ces tests classiques étaient assez lourds et ne permettaient pas une accessibilité complète à la population. Et maintenant, on a fait des tests de même qualité qui sont rapides, qui donnent des résultats, qui sont très sensibles. Et après, en cas de test indéterminé, de résultats indéterminés, on fait un test de laboratoire qui est le test classique pour confirmer. D'accord. Madame Belloum, ça c'est une proposition au monde associatif. C'est ça. Okay, allez. Voilà, la sensibilisation, c'est vraiment très important.
La sensibilisation au niveau des écoles, c'est très important. Et si les enfants savent déjà les mesures à prendre, parce que ça, c'est peut-être passé par les parents pour pouvoir les assemblées générales. Assemblée générale des parents d'élèves. Et même sensibiliser les enfants. Parce que la transmission du VIH là n'est pas simplement sexuelle. Il y a d'autres risques que les enfants peuvent prendre, que n'importe qui peut prendre. Donc la sensibilisation est très importante. Et je réponds en même temps à la question, est-ce qu'on ne peut pas obliger les gens à faire les dépistages? À la session du conseil, effectivement, les gens ont dit, comme les hommes, le secrétaire permanent a parlé de 10% seulement des conjoints des femmes enceintes qui vont faire le test, là, qui acceptent faire. Et donc, il y en a qui ont demandé, mais pourquoi on n'oblige pas tous les conjoints à faire? Donc, il y a ce droit quand même et normalement, le dépistage doit être volontaire. Peut-être qu'à d'autres périodes, on pourra voir. Sinon, pour le moment, en tout cas, c'est volontaire. Le test est volontaire. Les personnes invulnérables au VIH, le cas de la prostituée de l'Afrique centrale qui a eu des relations sexuelles avec des personnes infectées, mais qui en sont mortes, elle est toujours vivante. Oui, c'est normal. Comme dans toutes les maladies infectieuses, on trouve un groupe de gens qui, on ne sait pas la raison, résistent à l'infection. Et ça, ce cas-là a été documenté. Et maintenant, on profite de ceci pour faire les bases d'une recherche de vaccins. Qu'est-ce qu'il y a dans ces organismes-là qui permet à ces personnes-là d'être immunisées contre le virus malgré ces différentes mutations? Donc, dans toutes les maladies infectieuses, vous pouvez avoir une épidémie de rougeole et des enfants sont là, ils ne sont pas infectés alors qu'ils sont à côté. Le virus aussi du sida, c'est la même chose. Tout à fait. La commémoration de la Journée mondiale du sida, c'est pour ce 1er décembre. Quel est le programme d'activité au niveau du Burkina, Dr Bako? Oui, au niveau du Burkina, nous avons allégé le programme et nous avons fait une campagne de dépistage qui va durer du 1er décembre au 31 décembre. Elle est lancée à partir du 1er décembre avec une conférence de haut niveau qui va se tenir à Ouaga dans la salle de conférence du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida. Ensuite, il y a au niveau de toutes les régions une campagne de dépistage et une campagne de sensibilisation. Et enfin, il y a cette grande campagne multimédia qui nous permet de sensibiliser davantage et elle va durer tout le mois de décembre. Nous avons inclus dans ceci, puisque je vous parlais de soutien, la semaine de solidarité envers les enfants et les orphelins et autres enfants vulnérables qui nous permet d'attirer l'attention sur l'impact du VIH et comment venir en aide à ceux qui sont le plus affectés. Les propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Ceci est bien plus qu'une simple pluie. Ceci est un cadeau de la nature, un bien précieux, indispensable à la vie. C'est ici, au cœur de notre terre, que jaillit la vie. Yilma est une eau pure, pleine des qualités nutritionnelles dont le corps a besoin. Les bienfaits de la nature sont entre vos mains. Yilma.